Bienvenue dans les capsules de la TC Box avec moi-même Charlie aka Coach Bourand. Aujourd'hui j'ai une invitée spéciale qui s'appelle Coach Domi. Coach Domi, comment tu vas? Ça va super et toi? Ça va, merci. Un podcast qui était prévu depuis un moment. Ouais, c'est vrai. Mais ça a mis le temps qu'il fallait, mais je pense qu'on est bien là maintenant, on est prêt. Ok. On pourra aller dans la guerre. C'est ce que t'attends, hein? J'attends que ça. C'est ça que je te reproche. Alors, Coach Domi, Oui. qui es-tu déjà? Qui suis-je? Écoute, je m'appelle Dominique, j'ai 29 ans, je suis coach depuis maintenant 4 ans, purée de pommes de terre. Et voilà. Ok. Comment t'es arrivé à la TC Box? Par le biais d'un harceleur. Je ne sais pas qui tu parles en tout cas. Mais... Non, on nous a mis en contact, on a parlé quelques fois. Apparemment, tu avais un potentiel en lui. Voilà. Je m'ai demandé de venir. Voilà. Et maintenant, ça fait 2 ans que tu me supportes. Exactement. Exactement. Mais c'est pas... Il n'y a aucun regret. Au contraire. C'est vrai? Ouais. Il n'y a aucun regret. C'est quoi le déclic qui t'a poussé à être coach? C'est à force qu'on me pose des questions. Alors, on me posait des questions, j'y répondais, il fallait que je recherche parce qu'il faut savoir que j'ai un gros syndrome de l'imposteur. Donc, pour moi, il faut que je sois bien formée, etc. Et à force qu'on me pose des questions, au début, je me documentais de mon côté. Ensuite, j'ai mon ancien coach qui m'a dit « T'es faite pour être ça » et je lui ai dit « Pas du tout, c'est un effet de mode ». Et finalement, 2 ans après, je me suis lancée. T'as des regrets? Pas du tout. Pas du tout. Même quand j'y repense, je me dis c'est une dinguerie. Pourquoi? Parce que je vis ma best life. Genre, je suis trop bien, je me lève le matin, il n'y a pas de « ouais, je vais voir le putain de directeur de la con, je vais voir des collègues que j'aime pas ou quoi ». Ça n'existe pas. Je me lève, je sais que je vais passer une bonne journée. Carrément, avec toutes les épreuves qui m'est arrivées, je me suis dit de me mettre focus dans le travail, ça va me faire du bien et ça n'a pas loupé. Donc, Des épreuves qui te sont arrivées, on va en reparler après. Mais d'abord, on va rester dans mon petit... Dans ta trame. Dans ma petite trame. Vas-y. Est-ce que c'est dur d'être coach en tant que femme? Alors, je dirais pas que c'est dur. Non, je dirais pas que c'est dur en tant que femme, mais c'est différent. En fait, quand tu es dans... Peu importe le milieu dans lequel tu travailles, en tant que femme, tu dois montrer 2 fois plus. Alors, si tu es une Renoir, encore plus. Donc, du coup, ça demande plus de taf. Ouais. Ça demande d'avoir les nerfs solides. Ok. Mais c'est hyper gratifiant parce qu'après, à l'arrivée, on est trop fiers de nous. Donc, genre, moi, je me suis faite toute seule. J'ai eu beaucoup de personnes, on ne s'est jamais fait vraiment toute seule. Il y a des personnes qui ont semé leurs graines sur leur chemin quand je les ai rencontrées, etc. Mais tout ce que j'ai pu entreprendre, je peux me dire, on ne me l'a pas donné, quoi. Je suis partie le chercher. Ok. Et tu penses qu'en tant que femme noire, c'est encore plus dur? Clairement. C'est un secret pour personne. Sur quel point? Surtout, il y a des a priori. En tant que femme ou en tant que noire? Les deux. Ok. Déjà, quand tu es une femme dans un milieu masculin, ouais. Par exemple, moi, je vois ma clientèle, les hommes qui m'ont fait confiance, c'est des personnes qui me connaissent personnellement. C'est pas des... J'ai peut-être 1 ou 2 clients qui m'ont connu soit via les réseaux, soit via toi. Ouais. Mais sinon, j'ai pas de clients hommes et autant que de clientes femmes, par exemple. Tu vois. D'accord. Parce que déjà, d'une, il y a un a priori en pensant que quand tu es une meuf, tu vas forcément faire travailler que les fesses. I don't know why, but c'est ancré. Ensuite, on se dit qu'une meuf ne peut pas pousser. D'accord. Un des stéréotypes, c'est que généralement, les coachs femmes, c'est pour faire des courcos, des cuisses abdos fessiers, de la zumba, tout ce que tu veux. Mais pour la musculation pure et dure, on va se dire non. Tu vois, ou alors, faut avoir un physique de bodybuildeuse pour qu'il y ait un minimum de respect, tu vois. D'accord. Et là, aujourd'hui, tu coaches quoi? Les femmes, les hommes, ou tu fais les deux? Essentiellement les femmes. Ouais. Et quelques hommes, mais comme je t'ai dit, c'est des personnes qui sont proches de moi et qui m'ont fait confiance et ça me fait kiffer. Ok, et tu comptes pas attirer plus d'hommes Non, je m'éclate trop avec les meufs, c'est trop bien. Ok. On se comprend bien, c'est bien. Comment tu as fait pour avoir une clientèle? Bouche à oreille. En premier lieu, c'était énormément le bouche à oreille et dernièrement les réseaux sociaux. D'accord. Sur les réseaux, tu as fait quoi de spécial pour avoir de la clientèle? Alors au début, c'était plus du contenu et là, dernièrement, j'ai fait une vidéo qui a pété et qui m'a ramené du monde. C'est quoi la vidéo que tu as pété? Une vidéo où je parle des squats et le fait de serrer les fesses à la fin du mouvement. Ouais. Elle a pris beaucoup d'ampleur. Pourquoi elle a pris de l'ampleur? Je
Je pense qu'elle était faite sur le ton de l'humour. Enfin, en fait, je saurais pas dire c'est quoi les codes qui ont fait que ça a pété, parce que moi, c'était une vidéo. Le jour où je le poste, j'ai zéro à rien pensé. Je faisais un challenge, je devais faire un réel par jour, enfin une vidéo et un TikTok par jour. C'était une des vidéos qui était dans mes archives parce qu'elle avait été tournée il y avait vraiment un moment pour le coup. Et je suis retombée dessus, j'ai kiffé, elle m'a fait délirer, donc je l'ai posté. Donc je me suis dit, vas-y, poste-la. Et je l'ai posté, je suis partie faire ma vie. Je me souviens, je suis partie manger mes pancakes. Quand je reviens, je vois sur Insta déjà les réactions des personnes qui me suivent, ce truc de fou. On me dit, vas-y, poste-la sur TikTok. Et j'étais pas trop chaude au début parce que j'avais fait une autre vidéo dans le même style. Sur Insta, ça avait plu. Sur TikTok, je me suis fait ramasser. Donc, j'étais pas trop chaude. Et après, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, j'en ai rien à foutre. Je l'ai posté sur TikTok. Et TikTok, ça a fait énormément de bruit et de buzz. Je crois qu'en l'espace de 3 jours, la vidéo elle a fait plus de 500 000 vues et j'ai pris peut-être 20K d'abonnés sur TikTok. Juste parce que tu as dit qu'il ne faut pas serrer les fesses en haut. Oui, mais je le dis pas en mode faut pas serrer les fesses là-haut. Génial. Je vois que les gens ils sont un petit peu sados, ils aiment bien se faire. Apparemment c'est ça qui leur plaît, donc voilà. Ok, très bien. Revenons sur ta clientèle. J'ai une question qui est intéressante pour les jeunes coachs. Est-ce que tu choisis tes clients? Oui. Pourquoi? On est ton oui était trop... Tu vois, ton oui était trop bref. T'étais trop... Oui. Bah, en fait, en réalité, j'ai de la chance, je trouve, d'avoir fait mes dents, en tout cas, je trouve, personnellement, rapidement. Ouais. Dans le sens où j'ai fait 1 an où ça a été hyper intense, où j'ai pris tout ce qu'on me donnait, en réalité. Et le Covid est arrivé et du coup, il a fallu faire des choix. J'ai dû me reconcentrer. En fait, ça m'a permis de me reconcentrer sur ce que je voulais vraiment. Sachant que juste avant le Covid, je travaillais 1 semaine sur 2, 7 jours sur 7. Je faisais du 6h, 23h pratiquement tous les jours. Mais je commençais à... je m'endormais au volant, dans les bouchons, clairement. J'étais éclatée. Et je savais que je voulais pas vivre que des cours-co. Je travaillais énormément en salle de sport, je faisais beaucoup de cours-co. Le soir, j'avais mes coachings, mais ça me prenait trop de temps. Ça me prenait énormément de temps. Et à cette période-là, du coup, j'avais du coaching, donc j'étais contente. Donc j'ai commencé à travailler avec des gens, et puis peu à peu, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait des personnes avec qui ça ne matchait pas. Mais que tu prenais quand même. À ce moment-là, tu fais quoi? Tu continues avec eux, tu arrêtes avec eux? Non, je continue avec eux. En fait, c'est vraiment le Covid qui avait une coupure, tu vois. Il y a... j'ai jamais eu d'expérience où vraiment dès que je vois vraiment, une fois j'ai vu que ça matchait pas, j'ai dit à la personne je pense que ça sert à rien, etc. Elle voulait quand même forcer, il y a le Covid. Et après le Covid j'ai pas eu de nouvelles, donc ça m'arrangeait bien. Mais je me suis dit quand je vais reprendre, il est hors de question en fait parce que je donne mon énergie à des personnes qui veulent même pas s'aider elles-mêmes. En tant que coach, notre but c'est tu prends une personne, vous êtes comme une team. C'est pas toi tu le pousses à faire des choses. Non, c'est d'abord lui qui veut et toi tu lui donnes les clés pour y arriver. Tu l'encourages quand il est down, etc. Il n'y a pas de souci. Mais ça fonctionne à 2. Ça veut dire que tu peux pas faire n'importe quoi et espérer que moi je sois magicienne parce que tu m'as payé et tu peux faire ce que tu veux. Non, ça fonctionne pas comme ça. Donc l'un des conseils que je donnerais aux nouveaux coachs, c'est de vraiment choisir leurs clients parce que tu vas passer énormément de temps avec eux. Ça peut être 1 mois uniquement, comme ça peut être 6 mois, comme ça peut être 1 an, voire plus si tu as de la chance. Et si tu bâtis une bonne relation de confiance. Et si il y a des clients, tu as des clients actuellement et quand tu sais que tu vas les voir, tu es saoulé, c'est mauvais signe. Mais c'est dur en tant que nouveau coach de choisir ses clients. Bien sûr, je pense qu'il faut le vivre. Je pense que tu vois, quand tu es au début, tu veux te développer, tu veux faire ton nom et tu peux pas refuser un client, entre guillemets. Et tu n'as pas la prétention de dire... Non, il y a une manière de dire. Je pense qu'il faut expliquer à la personne que ça ne matche pas. Dernièrement, j'ai une meuf qui m'a contactée pour me dire oui, je veux perdre 20 kilos en 2 mois. Je lui ai dit, je ne suis pas la coach qu'il te faut. Je ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas ma manière de travailler. Donc... Et elle a essayé de comprendre et tout. Et je lui ai dit, en fait, mon but, ce n'est pas de te faire perdre 20 kilos en 2 mois. Je sais faire, mais si c'est pour que tu les prennes le mois d'après, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, c'est... Mais c'est culotté un peu quand même ce que tu fais. C'est pas culotté, je préfère être transparente et totalement honnête avec toi-même. Tu vas me donner ton argent et du coup, tu vas avoir certaines attentes. Pour toi, c'est important d'être investi à 200%. C'est hyper important. Autant toutes mes clients, je pense qu'il n'y a personne qui peut dire que je ne suis pas investie à 1,2 milliard pour elles, mais elles ont leur part du taf à faire. Et c'est hyper important pour moi de travailler avec des personnes avec qui ça va matcher, avec qui je kiffe et je veux les voir progresser parce que je suis j'ai beaucoup d'empathie, je pense que c'est pour ça que je suis bien dans mon métier. Et du coup,
si tu es entouré de bonnes personnes, ça va matcher. Mais si tu es entouré de mauvaises personnes, c'est un grand mot, mais de personnes avec qui ne matchent pas avec ta vibe, en tout cas, ça peut avoir des répercussions sur ton moral. Tu préfères refuser une cliente qui te paye 2 fois le prix et qui n'est pas qui n'a pas le même mindset que moi. Large. Ah ouais? Large. Donc, en gros, avant, j'avais pour objectif de travailler avec des stars. Aujourd'hui, je me dis c'est impossible. Pourquoi? C'est impossible. Tu sais, un truc tout con, je vois dans les Kardashians, là, leur coach et tout. Tu es là, tu es sur ton téléphone, alors qu'on est en séance. Mais je vais te démonter. Tu joues à quoi? On est en train de travailler. Parce que tu es quelqu'un, genre, tu peux te permettre de... Garde la pêche, garde ton argent, tranquille. Tranquille. C'est un choix. On appelle ça POV, c'est ton point de vue. C'est quoi les critères qu'il faut avoir pour être coaché par coach Domi? Vu que tu choisis tes clients. Il n'y a pas de critères. Ça veut dire qu'en gros, je te dis, moi, voilà comment je fonctionne. Tu me dis tes attentes, je te dis, moi, comment je fonctionne. Ça match, on y va, ça match pas, on s'arrête là. C'est tout. Il n'y a pas de critères. Dès le premier entretien? Ouais, quand on parle au téléphone. On parle, je te dis, voilà, moi, comment je fonctionne. Je suis coach très technique, j'ai ça comme attente, etc. Je vais mettre tout en œuvre pour que on réussisse à avoir ton objectif, peu importe le temps que ça va mettre, etc. Ça va peut-être mettre un peu plus de temps. Si je vois que si tu m'expliques que tu as un dérèglement hormonal, que tu as des problèmes de santé, etc., je te prépare tout de suite. Je te dis, voilà, faudra accepter que ça va mettre du temps. Oui, non. Si c'est oui, on y va. Si c'est non, bah tranquille. Il n'y a pas de souci. Ça ne veut pas dire que tu vas jamais réussir à perdre ton poids et ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise coach. Ça veut juste dire qu'ensemble, on ne fera pas du bon taf. Quand les gens te démarchent et ils expliquent que tes tarifs sont trop chers, qu'est-ce que tu fais? Tu négocies avec eux? Ils peuvent négocier avec toi les prix? Aujourd'hui, depuis que je suis à la TC Box, c'est rare qu'on me dise que les tarifs sont chers. Ah ouais? Ouais. Avant, on te le disait? Ouais, avant, ouais. Et tu négocies avec eux? Alors, la première année, oui. Et après, j'ai arrêté. Pourquoi t'as arrêté? Parce que, en fait, je me suis rendu compte que c'est pas forcément une question de moyens, de finances en soi, c'est la perception que les gens ont de ton travail. Donc, je négocie pas. Si tu estimes que mon travail, il vaut pas ça, bah, va voir quelqu'un d'autre qui vaut le prix que tu penses. Je trouve que t'es un petit peu hardcore, mais bon, développe. Pourquoi? Non, développe. Je t'explique. Avant, on me disait... Par exemple, aujourd'hui, nos tarifs sont affichés, donc on est à 385 € par mois pour 2 séances par semaine, donc 8 séances par mois. Ok. Avant, j'étais pratiquement au double, j'étais à 750. 750, c'est un loyer. Ouais. On est d'accord. 3 séances, mais tout ce que je donne, et dans les 3 séances, je sais que tu vas atteindre tes résultats. Et c'est le prix du marché, c'est le prix par rapport à avant. Bah, j'avais le stationnement à payer, l'URSSAF à payer, l'essence à payer, le temps que je passe dans les trajets. Je me déplaçais quand même des fois jusqu'à Argenteuil. J'habite dans le fin fond du 9-4. Fais le calcul. Ouais. Donc, il faut que tu sois rentable. Donc, en fait, ça veut dire que moi, mes tarifs, ils étaient justifiés. Maintenant, toi, tu viens et tu me dis, t'es trop cher. Je peux l'entendre, il n'y a pas de souci. Bah, du coup, tu vas te chercher trouve-toi un autre coach, il n'y a pas de problème. Si tu me dis, ouais, l'autre, il m'a dit 30 €. Mais Psartek, mais vas-y, fonce. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu viens me demander si t'as dit 30 € l'autre, bah, va avec l'autre. Mais si tu veux toi. Bah, si tu me veux moi, tu t'organises et tu me recontactes dans quelques temps. Et on fera du bon taf. On va aller sur un autre thème là. J'ai beaucoup de retours sur ton corps. C'est-à-dire des retours positifs, négatifs? Je sais pas. Mais bon, bref, j'ai beaucoup de retours sur ton corps et apparemment, t'es le bodyguard de beaucoup de personnes ici. Sérieux? Beaucoup de femmes. Ah, et je suis flattée, je noircis. Donc, je voudrais savoir comment tu le vis. Parce qu'il y a beaucoup de femmes quand même, ou même des clientes qui m'ont dit, ouais, Domi, moi j'aimerais bien avoir ton corps, tout ça, nanana, tu vois. Donc, mais ils se rendent pas compte du travail que tu fournis derrière pour atteindre ce niveau-là quand même. Alors, il y a 2 choses. Je pense que moi, quand on me le dit, je le prends toujours... on va dire à la rigolade, je le prends jamais au sérieux finalement. Pourquoi? Je sais pas. C'est vrai que... Parce que moi, je trouve pas mon corps truc de fou, donc je pense que c'est pour ça que je minimise vachement ce compliment-là quand on me le fait. Maintenant, j'apprécie, je remercie toujours, il n'y a aucun souci. Et la deuxième chose par rapport au travail, bah, toi et moi sur ça, on n'est pas d'accord. Donc, pourquoi? Parce que toi, tu dis le travail que je fournis. C'est vrai que quand je suis en séance, ok, il n'y a pas de souci, j'y vais. Mais j'ai pas cette rigueur-là. J'ai pas la rigueur que toi, tu as par exemple. Ouais, mais moi, c'est un autre débat. Si j'avais ta rigueur, je serais très loin. Mais tu as peut-être eu cette rigueur sur un court moment de ta vie qui t'a permis d'avoir ce corps-là. Alors oui et non. Ah ouais? Oui et non. Donc, c'est-à-dire que tu as eu des facilités? Non, en fait, j'ai eu la rigueur que j'ai eue pendant la période dont tu parles, qui m'a permis d'avoir des résultats. Et en fait, c'est très con, mais moi, je suis quelqu'un, quand c'est difficile, c'est là où je vais me donner. Ouais. Mais quand, du coup, je vois qu'il y a des résultats, je suis comme ça en mode... En fait, je suis mon contre-succès, clairement. Je suis en mode... Oh, on peut lever le pied, là. Ouais.
on prend la confiance, après tu redeviens flingué, et après il faut revenir encore de plus belle et tout. C'est un petit peu un cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est l'un de mes plus gros défauts, je pense. Mais ouais, j'ai pas cette rigueur-là, en tout cas pas sur toute une année. Ok. Mon but, c'est de la porter. C'est ça. Mais bonne chance. T'inquiète pas, c'est pas très compliqué. Aujourd'hui, pour avoir le corps que tu as eu, tu as mis combien de temps? Actuellement? Ouais. Bah, mon corps d'aujourd'hui ne me plaît pas, donc... Non, mais le corps où tu étais à ton prime, on va dire. Le corps où j'étais à mon prime, je dirais 3 bonnes années. Donc 3 ans à bosser comme une tarée. 1 an et demi à bosser comme une tarée. Et un autre 1 an et demi à travailler de manière régulière, mais plus en stabilisation. Ok. Et quel effort t'as fourni clairement? Où tu te dis, quand tu vois une de tes clientes qui te dit je vais être comme toi, tu la regardes, tu te dis... Non, je lui dis pas non, puisque aujourd'hui... Quand mes clientes, elles me demandent aujourd'hui, elles veulent mon corps, pour moi en tout cas, il n'y a rien de grave compliqué. Ça veut dire que si tu as 3 séances par semaine et tu t'y tiens quoi qu'il arrive, t'inquiète pas que dans 2 ans, tu m'as bu. Sauf que le problème, c'est que le commun des mortels, nous autres, on ne tient pas sur la durée. Je comprends amplement. Ok, un autre sujet. Qu'est-ce que tu penses du statut des femmes dans le sport? Ah là les gars, accrochez-vous, ça va chier. À un moment donné, il fallait rentrer dans le vif du sujet. Parce qu'ici, on a affaire à une féministe de ouf. Je suis pas féministe, c'est pas vrai. Ouais, ça c'est ce que tu dis, ça. Je suis pas une féministe. Ouais. C'est que pour moi, respecter les gens, c'est important. Et je trouve que dès que t'es une femme, on se permet beaucoup de choses hyper facilement. Comme quoi? Le salaire qu'a une femme dans le monde du sport et un homme, ça se compare même pas. On est sur 2 mondes complètement différents. Ça a voilà. Ouais. Ensuite... dans tout ce qui est déjà dans la vie de tous les jours, mais dans le sport aussi, les tenues des femmes, elles sont imposées. On va avoir un esprit beaucoup plus critique sur les performances d'une femme. Et si on estime que ses performances, elles sont nazes, on va réduire juste à sa condition de femme. On va pas juste dire, bah là, elle n'était pas en forme. Tu vois, parce quand Usain Bolt, il a fait Usain Bolt, il a fait des courses qui n'étaient pas ouf, où on l'a connu plus en forme, on lui a trouvé des excuses. Tu vois, on l'a attaqué sur certaines choses par rapport à son arrogance, mais on a attaqué la personne, plutôt l'athlète, tu vois. Quand tu es une femme... Mais c'est normal parce qu'on est habitué à ses performances. Oui, mais tu attaques l'athlète, tu vois. Mais quand tu es une femme... C'est pas que on peut te juger facilement sur ton physique. Tu vois, on va pas dire juste elle est pas en forme. Serena Williams, quand elle a pris du poids, on a dit quoi? On a dit je sais pas, j'ai pas suivi. Ok, on l'a jugée sur son physique parce qu'elle était pas en forme, parce que ci, parce que ça, tu vois. Mais peut-être qu'il s'est passé des choses dans sa vie qui a fait que, tu vois ce que je veux dire? Mais non, on va pas te dire ouais, aujourd'hui elle était pas en forme ou elle a loupé certains entraînements, elle était pas sérieuse dans le truc, tu vois. Attaque l'athlète, tu vois, sur des choses factuelles. Ne juge pas sur son physique, ne juge pas sur sa vie, ne juge pas, tu vois ce que je veux dire. Dès que c'est une femme, c'est trop facile. On carte blanche, on t'attaque sur tout et n'importe quoi, on est fatigué. Tu es pour l'égalité homme-femme? Dans quoi? Dans tout. Si on est à poste égal, payez-nous de la même manière. Ok. Tu vois. Je serais même plus pour qu'on nous paye plus que les hommes, mais vas-y, c'est un autre débat encore. Va travailler pendant que t'as tes règles, qu'on rigole. D'accord, mais attends, c'est quoi la raison? Juste parce que t'as tes règles? Non, c'est parce que tous les changements qu'on subit, en fait, nous, on nous conditionne à être comme des robots. On a un système hormonal qui est archi compliqué, qu'aujourd'hui, en 2000... Ça commence. Arrête de me chauffer. Allez, je t'en perds. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne connaît pas encore tout ce qui se passe dans le corps humain féminin. On le minimise de fou. On va vite nous réduire à « ouais, t'es une chochotte, ouais, t'es ci, etc. » Mais vous ne serez pas capable de tenir. Vous avez à peine mal à la tête, c'est la fin du monde. Vous ne serez pas capable de tenir tout ce qu'on contient au quotidien. Et on fait comme si de rien n'était alors qu'on est au bout de notre vie. Et le travail, on le fait et on le fait très bien. Et même mieux que certains. Tu vois, c'est ça qui m'agace. Donc, c'est pas une question de féminité ou quoi, c'est juste de voir les faits et de payer les gens en conséquence, tu vois. De payer les gens ou les traiter de la même manière ou whatever. Ok, je comprends. C'est un point de vue POV. J'ai tort? Un peu POV. Si le débat homme-femme, moi je rentre pas dedans. Moi. Ok. Comme tu es dans l'égalité homme-femme, très bien. Moi je comprends. C'est un point de vue, je comprends. Comme on dit POV, voilà. C'est pour ce aujourd'hui, il est pour toi. On n'est pas là pour le débat des hommes-femmes, tout ça. Tu peux me donner ton avis, hein, ça me dérange pas. On peut échanger. Franchement, moi je suis ok pour ça. Je suis ok pour l'égalité homme-femme. Je suis ok pour le même salaire. Je suis ok pour tout ça, tu vois.
Maintenant, je sais pas si mentalement les femmes peuvent assumer comme les hommes et comme les hommes peuvent assumer comme les femmes par rapport à d'autres trucs. Non, je pense qu'on est différents. Ouais. Tu vois, on va pas commencer à faire genre mais regarde, aujourd'hui, tous pareil, tu vois. Dans les business, il y a plus d'hommes qui sont à tête de business que de femmes. Tu vois. Et pourquoi? C'est dommage. Non, mais je te dis pas que c'est une bonne chose. Je te dis juste c'est dommage. Ouais. Tu vois. Maintenant, est-ce que les femmes peuvent assumer comme un homme? Je sais pas. Je sais pas. Je suis pas. Je peux te répondre? Bien sûr. Moi, je pense que les femmes peuvent assumer comme des hommes, et comme j'ai dit encore une fois, même mieux. Mais le problème ou pas, c'est que on est plus enclin à faire des sacrifices pour notre famille, pour soit notre famille, genre famille, soit pour notre famille que tu vas créer avec un homme. Si tu as un enfant, c'est toi qui as arrêté. Il y en a, si tu as un enfant, tu t'arrêtes, tu veux prendre soin de ton enfant, etc. Ça dépend du statut de la femme aussi. Attends, papillon, calme-toi. Okay. Tu vas prendre, soit tu prends du temps pour ton enfant, etc. Et tu ralentis ta carrière. Et du coup, quand tu vas revenir, ça va être un petit peu plus compliqué. Soit du coup, tu t'arrêtes pas du tout et tu continues. Et dans ça aussi, on va te juger parce qu'on attend que tu sois plus présente avec dans ton foyer. Et les postes à responsabilité, on sait très bien que ça demande beaucoup de temps. Okay. Donc, je pense pas que ça soit une question de capable ou pas. Je pense que la question n'est pas là et elle ne se pose même pas. Non, ça se démocratise maintenant. Plus, comment? Ça se démocratise maintenant. Ouais, ça se démocratise parce qu'on est fatigué, qu'on nous dicte quoi faire en fait. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes sont prêtes à prendre plus de risques contrairement à avant, tu vois. Largement. Et donc ça se démocratise. Il y a des femmes qui sont à la tête d'empire, tout ça. Et moi, je trouve que ça, c'est bien, tu vois. Clairement. Mais ça peut créer un décalage demain avec si demain elle doit rencontrer quelqu'un, tu vois, t'as des prétentions... Clairement. Qui sont très hautes, tu vois. Et des fois, l'homme ne trouve pas sa place. Ouais. Tu vois, ça peut être compliqué aussi autre part. Ouais, c'est encore un autre débat. Ouais, on aura ce débat-là. Ouais, c'est un autre débat. Aujourd'hui, depuis, je te dirais depuis 4-5 ans, le fitness en France s'est démocratisé. Ouais. Il y a beaucoup plus de meufs dans les salles de sport. Ouais. J'ai eu un débat il n'y a pas longtemps sur les tenues des femmes aujourd'hui dans les salles de sport. Ouais. Qui devient, je dirais pas n'importe quoi. Fais gaffe à ce que tu vas dire. Attends, ma belle, calme-toi, papillon. Calme-toi, papillon. Envoie la sauce, mon poulet. Je dis juste que c'est compliqué de voir des meufs qui sont limite avec des vêtements très près du corps dans une salle où il y a beaucoup plus d'hommes. Sachant très bien que les hommes sont des animaux, pour pas généraliser. D'accord. C'est rempli de testostérone, tu vois. Et tu vois une meuf en legging short, ras des fesses. Maintenant, il y a même des leggings qui rentrent dans les fesses. Tu peux comprendre que les hommes ne soient pas gênés, mais qu'ils regardent. Et ce regard-là peut déranger aussi la femme. Oui. Tu comprends? Qu'est-ce que tu en penses? La question de comment on s'habille, etc., comme j'ai dit, chacun se gère. Ouais. Par contre, il faut savoir que... Et chacun est libre de faire ce qu'il veut, attention. Oui, bien sûr. sûr. On n'est pas là pour une polémique. Ah non, pas du tout. En plus sur ça... Non. Je pense que vraiment, chacun se gère. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans un endroit où il va y avoir des hommes et des femmes. Et en fonction de ta tenue, il faut t'attendre à certaines réactions. Maintenant, c'est est-ce que tu as les reins solides pour ou pas? Quand tu dis reins solides pour ou pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu mets une certaine tenue qui va attirer le regard, faut que tu sois à l'aise avec le fait qu'on va te regarder. En gros, faut assumer, quoi. Ouais, faut assumer. Est-ce que tu trouves que c'est normal que les hommes te regardent avec cette tenue? Non, c'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal? En fait, il y a regarder et regarder. Développe. Si par exemple je passe, j'ai mis une tenue vert fluo. Quand j'ai mis ma tenue vert fluo, je savais qu'on allait me regarder. Moi j'ai l'impression que non. Pourquoi? Des fois tu vois des meufs, elles sont en vert fluo, tu les regardes, c'est étonné que tu les regardes. Genre pourquoi tu me regardes, tu vois? Ou elle te regarde mal et tout, genre en gros... Oh, c'est du semblant, c'est du semblant. Je sais pas moi, mais... Je vais prendre mon exemple. Ouais. Comme ça je vais pas parler de qui que ce soit. J'ai mes tenues quand je vais à la guerre et que j'ai envie de foutre un gros jogging, etc. Mais j'ai mes tenues quand je vais à la guerre où je sais qu'on va me regarder. Parce que moi, quand je me regarde dans le miroir, quand je passe, oh, belle. Donc, je sais qu'on va me regarder, tu vois. Okay. Maintenant, c'est est-ce que je vais être à l'aise avec. Et après, il y a aussi l'attitude qui va avec. Ça veut dire que je sais très bien que comment la posture que je vais porter, il n'y a personne qui va venir me faire chier. C'est-à-dire que... Tu vas être froide, fermée. Ouais, je suis dans mon monde, je suis vraiment dans ma bulle. Ça veut dire qu'en réalité, même si on me regardait avec insistance, que tu peux sentir le regard sur toi, mais je suis tellement dans mon monde, je suis tellement en mode la guerre, Niska, ouais, la cité, que
vas-y, si tu me regardes, je vais pas forcément le voir. Je vais pas forcément le voir, tu vois. Donc, mais je sais très bien que la tenue que je vais porter, elle va attirer le regard. D'accord. J'en suis consciente, mais tu vois. Voilà. Maintenant, le truc, c'est que tu es dans une salle de sport. Par exemple, il y a certaines tenues peut-être que je mettrais beaucoup plus facilement ici au studio parce que je sais que quand je vais m'entraîner, j'ai fermé les volets et que c'est moi et moi, tu vois. Et peut-être que je ne mettrais pas en salle de sport à une heure, je sais pas, lundi soir, 17h, tu vois. Parce que je sais très bien que ça peut attirer le regard, que ça peut peut-être me mettre mal à l'aise. Et voilà. Mais est-ce que le fait que... Parce que moi j'essaie de comprendre des fois. Le fait que, par exemple, tu cherches ce regard-là à la salle quand tu mets cette tenue spécifique, tu cherches pas forcément, mais tu sais qu'on va te regarder. C'est pas important pour ta confiance de femme? Je dirais non. Pourquoi non? Parce que je t'habille pas pour... Quand j'ai choisi mes vêtements, je les ai pas choisis pour qu'on me regarde. Je les ai choisis parce que ce jour-là, à ce moment-là, ce vêtement-là allait booster ma confiance. Parce que je me sens bien dedans, je me trouve fraîche, je vais pouvoir pousser, etc. Et ça fait partie de ma confiance. Donc, c'est pas le regard des gens, c'est le regard que moi, je me porte quand j'ai fini de mettre ma tenue, que je me regarde dans le miroir et que je me dis « Ah, ma belle, t'es bonne, ma frère. » C'est tout. Mais je sais très bien que ce que je vois, potentiellement, il y a d'autres personnes qui peuvent le voir aussi. Tu vois, c'est juste ça. La seule différence, ça va être ça, tu vois. Maintenant, il y a des fois où je suis pas dans, je sais pas, premier jour de règle, je suis au bout de ma vie, j'ai pas forcément envie qu'on me regarde, je me trouve dégueulasse, bah vas-y, je vais foutre un gros sweat, tu vois. Je comprends. Donc, et c'est là, par contre, là, avec le gros sweat, je serai en confiance. D'accord, mais là, tu réponds à côté de ma Vas-y, redis alors, vas-y, redis. Ma question, c'était, quand tu mets cette tenue-là, et tu es en confiance, d'accord, tu sais que ça va tirer les regards. Est-ce que ça va pas aussi booster ta confiance en tant que femme, qu'on te regarde encore plus? Je dis pas que tu t'habilles pour les gens, loin de ça. Je te dis juste que le regard des hommes, des fois, c'est plaisant de savoir que tu plais. C'est ça ma question. Non. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? En tout cas, personnellement, pas quand je vais à la salle. En dehors peut-être, mais à la salle, non. C'est pas le regard des gens ou des mecs en plus à la salle qui va booster ma confiance. Ça me fait vraiment, ça me glisse dessus. Pour revenir à ce sujet-là, tu peux comprendre que ça peut aussi déstabiliser des hommes quand tu vois des meufs qui sont en short, leggings serrés de ouf, avec des tarpés de ouf, dans une salle de sport. Je comprends, comme tu as dit, salle de sport, testostérone, tu viens de pousser, etc. Il y a des choses qui se passent chimiquement qui font que s'il y a une meuf qui passe, ça peut créer des choses. C'est un fait, c'est scientifique, tu vois, il n'y a pas de souci. Donc je comprends que ça puisse déranger. Je comprends complètement, je comprends que ça dérange les deux parties. C'est un fait. Maintenant, après, c'est comment toi tu réagis face à ça. Parce qu'aujourd'hui, on est en communauté et tu vas pas toujours voir des choses que tu choisis. Et comment tu penses qu'on devrait réagir par rapport à ça? Bah, tu calcules pas. Ça veut dire que tu le vois passer, ok, la première fois ça te choque, bah après ça y est, tu passes à autre chose. Tu es là pour pousser, tu n'es pas là pour regarder comment Gertrude elle est habillée. Autre débat, qu'est-ce que tu penses du BBL? BBL. Du BBL. Déjà, tu vas m'expliquer c'est quoi et qu'est-ce que tu penses du BBL? En tout cas, ta respiration me fatigue les oreilles là, je tiens à te le dire. Parce qu'en fait, je suis mitigée entre est-ce que je dois parler en tant que coach et position professionnelle ou est-ce que je dois parler en tant que Domi. Là, tu racontes ta carrière. Moi, je veux les deux versions. Ok, alors si je parle uniquement en tant que coach, je te dirais que déjà, un BBL, c'est quoi? C'est prendre de la graisse à un endroit pour en injecter à un autre endroit, en l'occurrence là au niveau des hanches. Remplir le hip dips qu'on ne pourra pas remplir avec de la musculation. C'est le creux qu'on va avoir plus ou moins en fonction de ton ossature. Donc ça, c'est génétique. Tu parles au niveau des fesses là? Ouais, je parle au niveau des fesses, précisément au niveau des hanches, parce que oui, tu vas remonter les fesses, mais le but c'est d'avoir l'effet bouteille d'orangina. Moi, je te dirais que en tant que coach, je suis contre, parce que ça a de grosses répercussions sur la santé. D'accord. Si c'est mal fait, etc. Il y en a qui sont morts en plus de ça. Mais il y en a énormément qui sont morts. Donc ça fait pas assez de bruit, je trouve, justement. Mais sauf qu'on est dans c'est un business. C'est un business, et puis clairement, même si on le dit, finalement, même si on sensibilise les gens, il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, on va être honnête. Aujourd'hui, la majorité des femmes en ont rien à foutre de leur santé. Faut être clair. À part quand il t'arrive un truc. Je suis pas d'accord avec toi. À part quand il t'arrive un truc et que là, tu ouvres les yeux et tu te dis, ah, en fait, ça valait pas le coup. Mais avant ça, tu as l'impression que ça, c'est loin. Ça, c'est un cas. Ça, c'est un chiffre. On se rend pas vraiment compte. Parce qu'aujourd'hui, je vais te dire, je vois sur les réseaux sociaux, notamment sur Snap, tout ce qu'on vend aux femmes. Le business de la beauté, du bien-être, c'est hyper lucratif parce que ça joue sur les sentiments, ça joue sur la confiance, les émotions, sur la confiance, etc. Mais ça joue sur le côté un petit peu impulsif.
Ça veut dire que j'en sais rien, tu vois, un thé minceur, ça fait je sais pas, quelques années que tu as envie de perdre les 2-3 kilos qui te dérangent. Tu vois plusieurs avant, après, à la suite, tu vois que le thé coûte 40 balles, bon bah vas-y, c'est bon, je vais les mettre, tu vois. Et ça marche pour toi? C'est un diurétique, donc oui, sur la balance, tu vas perdre, mais tu vas les reprendre. Non, mais c'est important de spécifier. Ah oui, ok. Tu as des personnes qui sont très smart, qui vont l'utiliser peut-être pour lancer, on va dire, entre guillemets, la machine. Et après ça, ils vont bien manger, ils vont truc, etc. Et ils vont avoir des résultats sur le long terme. Ils vont dire, ouais, c'est grâce au thé. Ma belle, dis toute l'histoire, tu vois. Et tu as des personnes, et comme la plupart des gens, et toutes les personnes finalement que j'ai en coaching, qui m'ont déjà dit, moi, j'ai déjà essayé les thés minceurs, j'ai déjà essayé... les gains, j'ai déjà essayé ci, j'ai déjà essayé ça. Tu te rends compte qu'on est capable de mettre énormément d'argent dans le côté partisan du moindre effort, en mode ça va être magique. Mais quand tu prends ça, tu te fais travailler terrain, tu as des problèmes, tu peux même pas sortir de chez toi, mais pour toi c'est normal parce que tu te dis ouais, je vais perdre du poids. À quel moment tu me parles de santé là? Non mais c'est sûr. Tu vois, donc je pense qu'il y a une désinformation déjà d'une part, donc c'est pas forcément que la faute des consommateurs. Il y a les deux parties. Je pense qu'avant d'ingurgiter un truc que tu vas mettre dans ton corps, c'est important de savoir ce que ça fait, les effets secondaires, les risques. Toujours mesurer les deux, tu vois. Et finalement, voir si ça vaut le coup. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société où tout va vite. On veut tout avoir rapidement. On ne veut pas faire d'efforts. Et on pense que ça va fonctionner sur du long terme. Sauf que non, il n'y a rien qui est acquis rapidement, qui dure sur du long terme. Ça n'existe pas. Ah mais le BPL, ils ont beaucoup plus de résultats que d'échecs. Résultats sur un court terme. Parce que normalement, après, tu es censé entretenir. Tu es censé aller faire des retouches. Oui, mais... Il faut avoir les fonds. Le truc, c'est qu'on dit, oui, tu vas faire un BBL et après, c'est fini. Déjà, il faut être sûr que ton chirurgien, il est chaud, tu vois. Tu peux faire un BBL et après, continuer à mal manger et reprendre du poids et en fait, perdre la forme bouteille parce que tu auras repris au niveau du bide. Tu auras tes fesses super, mais tu auras repris au niveau du bide. Tu en as la graisse qui a été injectée en fonction de si elle n'a pas été bien injectée, ça va atteindre tes fibres musculaires et dans ce cas-là, ça pend. Ça te crée des... comment on appelle ça? Quand ton muscle est plus vascularisé là. Des nécroses. Voilà, ça te crée des problèmes. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que en soi, le BBL en lui-même ne me dérange pas. C'est comme toute chirurgie esthétique, en réalité, ça te permet d'avoir plus confiance en toi et tout, etc. C'est toi et toi, tu vois, pourquoi pas. Mais je trouve la promotion qu'il y a derrière et le normaliser comme si c'était... je vais me faire arracher une dent chez le dentiste, c'est ça qui me dérange, tu vois. Ben, ça reste un business, c'est comme la sleeve. Oui, même pas. Tu vois, encore, la sleeve, je ne trouve pas. Parce que la sleeve, finalement, quand tu vas demander une sleeve, tu dois monter un dossier. Tu peux ne pas être accepté. La chirurgie esthétique, tu fais ce que tu veux, en fait. Si demain, je dis que je veux avoir exactement la même tête que MJ, le chirurgien esthétique ne va rien me dire. Il va le faire et puis c'est tout le temps que je ralasse. C'est pas ça le souci. Je comprends ce que tu veux dire, mais aujourd'hui, les chirurgiens, ils sont capables de dire, prends du poids pour faire la sleeve. Ah, mais après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois ce que je veux dire? C'est le même contexte, sauf à l'envers. Ouais, mais il y a beaucoup moins de personnes qui sont attirées par une sleeve. Ben non. Non. Tu trouves qu'il y a autant de personnes qui sont attirées comme un BBL sur le truc? Ouais, peut-être que ça fait plus de bruit, donc moi je vois plus le côté BBL et esthétique que le côté sleeve. Tu prends une obèse qui porte du poids, elle va parler de la sleeve, elle parlera jamais de BBL. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu prends une meuf, une skinny ou une meuf qui est complexée par ses formes, qui va dire BBL tout de suite. C'est le même problème, sauf à l'envers. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ça trouve même une meuf qui a fait une sleeve, elle va dire quoi après peut-être 5 ans, j'ai perdu 80 kilos, je vais faire un BBL. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est pareil. Ok. Tout dépend de tes complexes en fait. Ouais, ça dépend de tes complexes, mais je veux dire par rapport à la sleeve, t'es censé quand même passer devant comment on appelle ça, une espèce de commission. Oui. T'as quand même un dossier, donc même si finalement ton médecin il dit ouais prends du poids, tu vas faire une sleeve, dans la commission il n'est pas tout seul. Donc c'est bien beau de dire ça, mais finalement c'est pas lui qui a la dernière décision. Donc au final, il y a quand même une certaine rambarde avant de pouvoir accéder à cette opération-là, tu vois, parce qu'on considère qu'il y a certains risques, etc. Alors qu'un BBL, je suis désolée, t'as les fonds. Tu prends un billet d'avion, tu pars un petit peu n'importe où dans le monde et tu vas faire ton BBL, tu vois. T'en as aussi en France d'ailleurs, tu vois, il n'y a pas de souci. Il serait peut-être même plus judicieux de le faire en France à la rigueur pour avoir un certain suivi que d'aller le faire dans un pays étranger. Parce que là, tu prends toutes tes économies. En fait, je prends ça à une personne qui est complexée parce que faut qu'on se dise les choses aussi. Ce qu'on suit quotidiennement sur les réseaux sociaux, c'est ça qui rentre dans nos têtes. Donc, il faut peut-être aussi faire le tri dans ce qu'on suit, ce qu'on regarde et ce qui a un impact sur nous. Parce que tu vas regarder des choses, des corps toute la journée. Il suffit que tu vois sur les réseaux sociaux, par exemple, que ton propre mari il dit ouais, il aimerait pas ça, mais qu'il regarde et il like que toutes les photos que tu vois, ton mari il est dedans là dans les likes là. Et en fait, ça commence à te monter à la tête. Donc, je pense que aussi, faut savoir faire la part des choses.
faut avoir suffisamment de recul et il faut se dire, bah, c'est pas la vraie vie, tu vois. Ouais, mais il faut aussi avoir une estime de ça aussi. Je pense que c'est plus de l'ordre de la confiance que de l'estime. Moi, pour moi, les deux, estime et confiance. Quand tu connais ta valeur, tu sais ce que tu vaux. Si ton mec il est pas ok, ta meuf elle est pas ok avec ça. Là, tu t'en beurres. Suivant, ouais. tu vois. Ouais. Parce oui, que clairement. C'est pas les gens qui vont dicter ta position en fait. Clairement. Et puis surtout, je pense pas que c'est ça finalement. Je pense qu'on pourrait interviewer des personnes et leur demander si le bébé il a complètement changé leur confiance en eux. Je pense pas. Parce que ça vient d'abord de la tête avant de venir du physique, tu vois. Ouais. Donc ouais, peut-être que tu le fake it, mais est-ce que vraiment t'es plus à l'aise? Est-ce que t'es vraiment plus truc? Je sais pas si t'as été invisible toute ta vie et que là, par rapport à tes formes, on te calcule. Est-ce que ça aussi, tu l'assumes? Ça aussi, faut être prêt. C'est vrai. Tu vois, donc en réalité, chacun fait ce qu'il veut, mais il faut comprendre qu'il y a des risques et il faut arrêter de penser que les réseaux sociaux, c'est la vraie vie. C'est tout. Après, si ta santé pour toi, je peux rien faire. Hein. C'est vrai. Chacun se gère. À chacun son chacun. Chacun son chacun. Pour toi, est-ce que tu penses que le sport redonne confiance? Clairement. Sur quel point? Surtout parce que tu te mets à faire des choses que tu te croyais même pas capable. Tu pouvais même pas imaginer que tu étais capable. Et en fait, ça te booste de fou. Ok. Après, avec scientifiquement parlant, tout ce qui se passe quand tu termines une séance de sport, etc., ça contribue. Je comprends. Clairement. Moi, je peux dire que... En fait, je m'en rends compte que c'est le sport qui a joué une grosse partie de ma confiance en moi. Parce que j'ai commencé tôt, donc pour moi, en fait, je pensais que c'était inné. Mais quand j'y repense, c'est vraiment le sport qui m'a permis de développer mon mindset de fou. Que ce soit ma confiance, que ce soit même dans l'attitude, dans ma manière de voir les choses, dans la tolérance, dans tout. Ça t'apprend énormément de choses. Ok. Est-ce que tu conseillerais à une personne qui n'a pas forcément confiance en elle de faire du sport? Clairement. Pas forcément de la muscule, mais peu importe le sport. Peu importe la discipline finalement. Parce que déjà d'une, ça te permet d'avoir de l'humilité quand tu commences. Et ensuite, de pouvoir progresser, de voir ton corps qui change, de voir ton mindset qui change, de voir à quel point tu peux être déter alors que tu pensais que tu n'en étais pas capable, etc. Et après, il y a des sports forcément qui jouent plus ce rôle-là que d'autres, je pense. On va revenir un peu sur les coachs là. Aujourd'hui, tu penses que c'est important d'avoir un physique pour être une bonne coach? Pourquoi tu rigoles? Parce que j'étais dans la sauce il n'y a pas longtemps. Aïe, aïe, aïe. Pour la ça. sauce TikTok. Je viens de Non, penser. c'était pas sur TikTok. Ah, sur Instagram. C'était sur Insta. Ouais. Alors, je pense qu'effectivement, faut avoir un physique. Mais je pense qu'il est surtout important de pouvoir être capable de faire ce que tu vas dire aux gens de faire. Je sais pas si je me suis... J'ai compris moi, mais je sais pas si on va comprendre. En gros, ce que je vais demander à mes coachés de faire, il faut que moi aussi je sois capable de le faire. D'accord. Et il faut que moi aussi je l'ai testé et je l'ai expérimenté pour savoir si ça fonctionne. Okay. Je pense que ça, c'est hyper important. Okay. Après, au niveau du physique, oui, je pourrais pas me laisser complètement aller à prendre énormément de poids ou perdre énormément de poids. Je pense que dans les deux sens, en tout cas par rapport à mon profil, ça n'irait pas. En plus, ça jouerait sur ma confiance, tu vois. Mais après, est-ce que... Enfin, moi, je parle par rapport à moi. Typiquement, le mec qui m'a attaqué sur mon physique, sur la vidéo en question, c'est une vidéo qui avait été tournée du coup l'année dernière. Plein dérèglements hormonaux, rétention d'eau de ouf, gonflé de partout. Mais il t'avait dit quoi? Il m'avait dit, ouais, je comprends pas les coachs, en gros, hein, parce qu'il m'a laissé un pavé, une dissertation. Pour dire en gros, les coachs vous aimez bien donner des conseils, alors que toi personnellement, enfin je vois ton corps, c'est que du gras. Il a dit c'est que du gras? Ouais, il a dit tes fesses et tes cuisses c'est que du gras. Tu te permets de donner des conseils, mais en gros toi-même, et t'as dit que tu faisais du sport depuis longtemps et ton corps. C'est quoi le rapport là, je comprends pas? Bah en gros c'était de dire, bah ok, tu dis de faire bien des squats et tout, etc., qu'il faut ressentir le muscle et tout, mais si c'était vraiment le cas, en gros, pourquoi toi ton corps il est pas comme tu le dis, tu vois. Mais il t'a vu en sous-vêtements pour dire ça? Écoute, apparemment Max c'était un connaisseur, ok, avec les yeux de laser. Donc du coup, comme j'ai dit, en soi sa question a été légitime. Maintenant c'est la tournure de phrase et la posture qu'il a pris qui m'ont pas plu. Légitime pourquoi? Moi c'est ça que tu me dis. Parce que pour moi, effectivement, un coach il doit montrer l'exemple et il doit avoir un certain physique, tu vois. Maintenant... C'est faux. Tu peux avoir des coachs qui sont très techniques, ils ont du bide. Oui, non mais ça, parce que nous, tu vois, quand tu as été dans le monde du sport,
nos coachs, ils ressemblaient pas à des sportifs, mais ils étaient archi chauds techniquement parlant, tu vois, en termes de stratégie pour le jeu, en termes de lecture de jeu, etc. Même tu vois. Et on sait qu'ils ont un passif aussi de sportifs et tout, qui font que maintenant, aujourd'hui, tu es dans un truc où les gens pensent que choisissent finalement leur coach par rapport à leur physique. Qu'on le veuille ou non, c'est un fait. Donc ça veut dire que si moi je suis skinny, et je vais être balèze, je prends un bodybuilder. Il n'y a même pas de transition entre les deux. C'est un petit peu ça. Et regarde les clients des bodybuilders. Sans attaque perso, bodybuilder. Hein. Parce que ça, c'est les raccourcis que les gens font. Une des coachs qui m'a grave impressionné, moi, dans ma vie, elle n'avait pas un physique de fou. Mais en termes de mindset et ce qu'elle a été capable de faire, moi, je ne suis pas sûre que j'aurais pu le faire. Tu vois, donc... Après, c'est la perception qu'ont les gens, c'est aussi la facilité que les gens ont à faire des raccourcis sur les réseaux sociaux. Tu me regardes là avec le poids en plus. Certes, sur le coup, j'étais dégoûtée parce que c'est pas ce qui me plaisait, mais la Domi qui faisait 55 kilos tout mouillé, elle serait archi contente, tu vois. Donc, tu connais pas la vie des gens, tu vois. Donc, je peux comprendre que tu veuilles un coach qui a un certain physique, parce que je pense que tu te dis aussi, ouais... Bah si lui il est comme ça, il peut me faire devenir comme ça. Ouais, mais dans ce cas-là, suis ce coach-là. Oui, non, mais je suis d'accord. Qu'est-ce qui te permet de mettre un avis sur un coach que tu ne suis même pas et qui est pas dans entre guillemets dans tes valeurs? Pourquoi tu vas mettre un avis là-bas? On n'a pas demandé ton avis, en fait, on s'en fout de ton avis. Ah oui, non, mais clairement. Après, je pense que la finalité dans tout ça, parce que je lui ai répondu, il a continué à me répondre et à m'envoyer des DM pour me dire au final, bah viens, on fait une séance ensemble. Donc après, au bout d'un moment, il faut aller se faire soigner. Comment il s'appelle, Max, c'est ça? Max, il faut aller se faire soigner. Sacré Max. Petit coquin. Pas mal la technique. La technique d'attaque, elle est pas mal. Donc, ouais, non, voilà. Après, comme j'ai dit, moi, personnellement, je suis pas quelqu'un... Tu peux me faire des critiques quand elles sont constructives, etc. Et on peut débattre. En soi, on aurait pu débattre. Je sais pas si tu as vu la réponse que je lui ai donnée. Je commence tranquille, mais après, j'attaque. Donc, le truc, c'est que j'ai aucun souci. Enfin, tu vois, tu m'aurais posé la question dans le respect, je t'aurais répondu, je t'aurais dit ce qu'il en est, etc. Après, tu prends pas. Pour toi, c'est des bullshit ou pas. Tranquille, tu vois. On s'est dit ce qu'on avait à se dire et puis chacun fait son chemin. Maintenant, la volonté de penser que parce qu'on est sur les réseaux, parce que tu es exposé, je peux donner mon avis sur tout. Fais. Et on va te répondre et on va te recevoir comme il se doit. Fais. Oh là là, merde. Pour toi, à quel moment un coach est légitime? Je pense à partir du moment où les résultats parlent pour lui. C'est-à-dire? C'est-à-dire, j'en sais rien. Si t'es entraîneur de foot, c'est d'avoir amené plusieurs équipes je sais pas, je connais pas trop le foot, les championnats, là, etc. Je sais pas, si t'as pris des basketteurs, notamment, qui ont fini dans des hauts niveaux, on peut dire que t'as un coach compétent. Si toi, ton domaine, c'est tout ce qui est perte de poids et que tous tes coachés, en tout cas une grande majorité, ont perdu du poids, on peut estimer que tu es un bon coach. Avec ou sans diplôme? L'expérience, des fois, fait que ça parle, mais maintenant, est-ce que je valide pas? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit avec ou sans diplôme. C'est ça ma question, avec ou sans diplôme. Y a des coachs qui sont sans diplôme, qui ont une expérience de fou, et qui sont beaucoup plus techniques que certains, parce qu'ils ont l'expérience du terrain. Donc oui, et tu as des coachs qui sont diplômés et qui valent peanut. Aujourd'hui, tu penses quoi du niveau des coachs? Nzambé. Alors, non. En fait, on va dire que le problème, c'est que dans tout ce qui est négatif, dans tous les domaines, c'est ce qui est négatif qui fait le plus de bruit. Donc aujourd'hui, on a l'impression et on aurait la prétention de dire que le niveau des coachs, il est éclaté au sol, etc. On peut dire oui et non. On peut dire oui parce que quand on voit les formations qui sont allégées, alors qu'il y a de plus en plus de choses à apprendre, alors que la science évolue, etc. Et il y a certaines formations qui ne se mettent malheureusement pas à jour. On pourrait dire que le niveau des coachs, ceux qui vont rester en tout cas au niveau, juste avoir le diplôme, le BP, le DUT ou le DUS, ou autre chose, si tu restes que à ça et tu continues pas à te former, c'est sûr que tu vas être perdant et que tu seras pas un superbe coach. Ça, c'est sûr, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, on met beaucoup plus de l'accent sur, on dit, même nous en formation, je me souviens, déjà il y a 4 ans, on nous disait l'avenir c'est les réseaux sociaux, il faut se mettre sur les réseaux sociaux. Et quand tu commences à toucher au game des réseaux sociaux, tu peux trouver tout et n'importe quoi. Essayer de trouver sa place et au bout d'un moment, tu peux commencer à te travestir et t'écarter de ton premier objectif parce que tu veux des vues, parce que tu veux des likes, en pensant que c'est ce qui va t'amener du trafic alors que pas forcément.
Et tu vas rester à un niveau médiocre parce que tu vas être resté concentré en fait sur le côté réseaux sociaux au lieu de toi développer ta clientèle, de développer tes connaissances, d'aller te former, etc. etc. Aujourd'hui, tu es beaucoup sur les réseaux. Tu dois recevoir beaucoup de critiques. Pas tant que ça. Ou beaucoup de choses bizarres en DM. Pas tant que ça. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Bon, après, il y a deux choses. C'est que j'ai le blocage très facile et donc du coup, j'oublie facilement. C'est vrai que, tu vois, si je vois un truc bizarre, c'est vrai que j'ai le blocage très facile. Ouais. Ça, c'est vrai que voilà. Mais je reçois pas tant de trucs. Franchement, à part l'histoire de Max, là, dernièrement, il n'y a pas de. Franchement, non. T'as pas eu le problème de la mousse pour le squat aussi? Ouais, ça, c'est sur TikTok. Oui, mais c'est quand même des critiques. Ouais, mais c'est pas un DM et. Ouais. C'est des critiques. Oui, c'est des critiques, mais je m'en régale. Parce que. Comme je dis, en fait, on sera jamais d'accord sur tout avec tout le monde. Donc, il n'y a pas de souci, tu vois. J'ai mon avis, t'as le tien. C'est les deux, voilà, les deux, quoique sur la bourse, voilà. Mais dans tous les cas, on peut avoir des avis qui divergent et tranquille, tu vois. Moi, sur TikTok, je m'en suis régalée parce que les gens, j'ai l'impression que j'avais parlé d'une stratégie géopolitique. On se calme, c'est une mousse sur une barre, tranquille. Donc non, ça m'a plus fait rire qu'autre chose. Et après, quand je montrais aux gens que c'est pas grave, si tu veux continuer à utiliser la mousse, utilise-la. Je t'ai montré comment tu pouvais l'utiliser pour optimiser tes perfs. Si tu veux pas utiliser, tu l'utilises pas. Tranquille, c'est pas grave, tu vois. Je vais dormir, tu vas dormir, tu vas manger, je vais manger. Va rien se passer, tu vois. Et mais c'était marrant. C'était marrant. Mais pour un jeune coach qui débute, est-ce qu'il doit être prêt à ça? Alors, faut accepter, entre guillemets, les règles du jeu. Moi, par contre, c'est-à-dire que tu vas être critiqué. À partir du moment où tu es exposé, bah, c'est comme dans la vie. Dans la vie, il y a des gens qui vont t'apprécier, il y a des gens qui vont pas t'apprécier. Sauf que là, avec l'exposition, bah, c'est multiplié, c'est décuplé. Donc, ça, c'est l'humain. Ensuite, le fait que derrière un téléphone, les gens, ils se croient encore plus tout permis, c'est à toi de mettre ta limite. Je pense que le comportement et ce que tu vas afficher va permettre aux gens ou non de se permettre certaines choses. Moi, je l'ai toujours dit, on est sur les réseaux, certes. Maintenant, si tu m'attaques, t'inquiète pas, je vais t'attaquer aussi et je vais bien te recevoir. Parce que c'est pas parce que, soi-disant, moi, j'ai choisi de m'exposer et que toi, t'es derrière un compte fake ou un compte où il n'y a rien, que tu peux te permettre des choses. Parce que si on était dans la rue, je pense pas que t'aurais les cornesses de me parler comme tu le fais là, tu vois. Ouais, juste ça. C'est marrant, tu parles comme Jimse. Comme Jimse. Ah oui. Qu'on a reçu ici, que je passe un gros big up. Big up. Qui disait un peu la même chose, qui disait qu'il y a beaucoup de gens qui se permettent des choses derrière des écrans et derrière les réseaux, mais ils vont jamais aller le voir, jamais lui dire ce qu'ils pensent devant lui. Bien sûr. Tu vois. Mais bien sûr. C'est marrant. Donc non, pour un jeune coach, je pense qu'il faut surtout se dire que la vie, c'est pas les réseaux sociaux. Il faut vraiment mettre un distinguo là-dessus et se dire, tranquille, les réseaux, faut le prendre comme un truc fun. Tu vois, tu prends du plaisir si t'aimes bien faire du montage, tu t'éclates à faire tes montages. Si t'aimes bien proposer du contenu éducatif, tu fais ça. Si t'aimes bien danser, si t'aimes bien, peu importe ce que tu kiffes faire, fais-le. Mais prends du recul là-dessus. C'est pas la vraie vie, c'est pas tranquille. Tu vois, ça sert à rien de se mettre dans des états. Mais il faut savoir que oui, effectivement, il y a des gens qui vont vouloir t'attaquer sur tout et n'importe quoi. Tu vois. Par exemple, dans la vidéo de la mousse, on m'a attaqué sur mes cheveux. Un mec qui avait pas de contour. Que dire? Les bras m'en tombent. Que dire? Donc tranquille, tu vois, c'est pas grave. Dernièrement, tu as vécu des moments très difficiles. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Ouais, oui. Je vais t'aider un petit peu parce que je sais que tu es un petit peu pudique par rapport à ce niveau-là. Ouais. Tu as perdu ta mère. Ça a été un moment très difficile pour toi, je suppose. Ouais. Comment on remonte la pente quand on vit une chose comme ça? Bah écoute, je te le dirai quand j'aurai remonté la pente. Ah, c'est pas encore le cas? C'est pas du tout le cas. T'es à quel niveau là, tu penses? Je pense que je sors tout juste du déni. Ok. Et c'est quoi la phase numéro 2 après? Je pense que je suis dans l'acceptation. Je sais pas si je me résigne ou si j'accepte. Je suis un peu entre les deux. D'accord. Donc, ouais, je suis un petit peu dans cette phase-là où, tu vois, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est passé hyper vite. Ouais. Donc, une semaine avant, on m'avait déjà dit... Enfin, quelques semaines avant, on m'avait dit, ouais... parce que ma mère a été malade depuis... Ça faisait 10 ans qu'elle était sous traitement, etc. Elle avait des rechutes, ça allait mieux et tout. Et là, quand j'ai mes frères et sœurs au bled qui m'ont appelé pour me dire cette fois-ci, je pense pas qu'elle va s'en remettre, ce serait bien que tu prennes un billet pour venir et tout. Et je me souviens, bon, déjà, on n'était pas en très bon terme à cette période-là. Et je me souviens que niveau finance, je venais de signer pour mon appart, j'avais pas mal de charges, etc. Et je me disais, ouais, là, prendre un billet, j'avais regardé les prix, je me suis dit, ouais, c'est mort et tout. Je pourrais pas, tout ça. Et mes potes, comme je suis très bien entourée, qui sont ma famille, mes russes, elles ont fait en sorte que je puisse avoir un billet.
Et elle me dit, ouais, et ma meilleure pote, elle me dit, ouais, prends le billet le plus tôt possible. Et je lui dis, non, je trouvais on avait un événement. Je lui dis, ouais, vas-y, je le ferai pour ça. Et quand je lui dis ça, je me dis, j'en suis sûre, Dieu va me punir pour ça parce que j'irai pas pour l'avoir, j'irai pour l'enterrer. Et j'avais l'intime conviction, c'était ça. Et ça n'a pas loupé. Je devais partir le dimanche. Le mercredi, on m'appelle pour me dire qu'elle est décédée. Donc, comment te dire? Franchement, à ce moment-là, en fait, je me suis juste dit, ouais, je le savais. Tu savais quoi? En fait, je me suis dit, tu vois, c'était soit le dimanche que j'avais prévu, soit le dimanche d'avant. Et quand le dimanche d'avant, il passe, et je me dis... C'est bizarre. Ouais, je sais pas. Mais après, j'ai un peu d'espoir parce que lundi, je parle avec ma sœur et je parle avec ma daronne. Et elle me dit, non, là, ça va mieux aujourd'hui et tout. Elle a pu se doucher toute seule et tout. Elle a mangé, non, elle a pu se manger toute seule. Ça va mieux et tout, non, etc. Et donc ça, je l'ai le matin. Et le soir, par contre, mon frère me dit, je sais pas, chelou. Ouais. Je dis, ok, donc je passe le mardi pas du tout sereine. Pas du tout sereine. Mardi, elle allait vraiment pas bien et tout. Mercredi matin, avant qu'elle s'en aille, elle allait bien, entre guillemets. Ça veut dire qu'elle a voulu se laver toute seule, manger toute seule, etc. Faire sa vie. Et au final, c'est au moment de manger où elle s'est éteinte, tu vois. Donc, quand moi, on me l'apprend, je suis un peu... Déboussolée? Je sais pas, en fait je suis dégoûtée. Ouais. Je me dis t'es une bouffonne parce que t'aurais pu l'avoir, mais juste t'as voulu faire la meuf qui reste focus sur le taf et tout, mais à quel prix, tu vois. Donc je me dis plus ça, je me dis ouais t'es une bouffonne. Et donc bref, au final je pars 2 jours après, je la prends, ma soeur elle vient chez moi. Pour la faire courte, ici je vis avec la grande sœur de ma daronne, que je considère aussi comme ma mère, c'est elle qui m'a élevée. Donc elle vient, c'est elle qui me l'annonce. Elle me rejoint. Je crois que j'ai l'espace de 30 minutes entre le moment où elle me la prend et le moment où elle me rejoint. Donc là direct, je vais prier, je lâche tout ce que j'ai à lâcher. Elle vient et après tout s'enchaîne. Tous mes potes viennent, toute la mise viennent. Pendant 2 jours, je suis à fond, enfin il y a tout le temps du monde avec moi. Je me casse au bled pendant 10 jours, il y a H24 du monde avec moi. Et moi je suis quelqu'un, quand il m'arrive quelque chose, j'ai besoin de process seul. Donc c'était un combat tous les jours de pas péter un câble et dire aux gens ouais, laisse-moi tranquille en fait, tu vois. Ça c'est un débat que j'ai eu aussi avec Vaf, qu'on a parlé sur un podcast de la même situation, tu vois. C'est laisser du temps aux gens avant de venir donner votre force et votre soutien. C'est ça, sauf que encore ici, tu vois, on va dire mes proches qui me connaissent, ils savent après comment je fonctionne et je peux me permettre certaines choses. Autant avec des gens que j'ai pas vus depuis plusieurs années, qui sont très proches de ma mère, qui ont ce besoin, eux aussi, tu vois, pour leur culture, c'est plus leur culture. C'est la culture, c'est aussi c'est ancré dans la culture de venir aider, de venir tout faire et tout, etc. pour la famille qui est endeuillée. D'apporter le soutien. Ça veut dire que tu as des personnes qui ont fait des kilomètres, soit par bateau, des fois en car, qui ont fait 24 heures de route pour venir, etc. Tu peux pas te permettre de dire, écoute, là clairement j'ai envie de parler à la personne, d'aller faire foutre, tu vois. Ouais, je comprends. Donc pendant 10 jours tu es avec tout le monde et tu apprécies quand même cette compagnie, parce que je pense que si on était que tous les 3 avec mes frères et tout, ça aurait été chelou, tu vois. Mais à la fin des derniers jours, ça commençait à devenir hyper pesant. Et du coup, quand je rentre, je me suis dit, si tu reprends pas tout de suite le taf, moi je me suis dit, soit je reste au bled et je reviens pas maintenant. Clairement, je fais 6 mois, je disparais, tout. Soit je reviens, mais il faut que je me remette direct dedans. Et je pense que j'avais pas le choix parce que, comme j'ai dit, je venais de prendre un appart. J'avais certains projets qui étaient en suspens, etc. Et je sentais que c'était qui tout double. Donc, je me suis dit, vas-y, si tu rentres, il va falloir que tu te remettes au taf parce que sinon tu vas péter un câble. Et c'est le taf qui m'a fait tenir. D'accord. Ce qui a fait que pendant peut-être 3 semaines faciles, pour moi, j'étais encore un peu dans le déni, tu vois. Malgré que avant que j'arrive et avant que je vois le corps, j'étais encore un peu dans le déni. Tu vois, c'était des petites habitudes qui étaient un peu cheloues. J'ai une de mes tantes qui a la voix de ma daronne, c'est un truc de fou. Des fois, elle parlait, elle me rendait ouf. Tu vois, genre, même la manière dont elle m'appelait, tu vois, ça me rendait ouf. Et bref, quand je rentre, je me dis, vas-y, mets-toi au taf. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas compris pourquoi j'ai repris le taf aussi rapidement. Mais c'était ma manière à moi pour pas sombrer. Ouais. Donc, je me mets au taf, je me mets à fond dedans. Et ce qui m'a permis, franchement, de tenir. Un peu après ça, je vis ma rupture. On se sépare, donc ça rajoute encore un truc. Je me retrouve avec un appart, du coup, toute seule. Mais ça me fait du bien.
Franchement, je ne saurais pas t'expliquer, mais mon appart, c'est la paix. Genre, je rentre chez moi, je suis en paix, je suis contente, je suis bien. C'est ton cocon, c'est normal. Exactement. Et j'en suis archi contente. Et c'est tout ça qui fait que ça a été compliqué. Je pense que pendant un moment, j'étais dans le déni. J'ai eu aussi la chance que j'ai une de mes bonnes potes d'enfance avec qui j'avais même plus de contact finalement. Les choses ont fait qu'elle s'est retrouvée à squatter chez moi. À faire genre, elle squatte chez moi, mais en fait, c'était plus pour pas me laisser seule. Et au final, chose que j'acceptais pas de mes proches. Par exemple, ma meilleure amie, elle est voisine avec moi. J'acceptais pas. Tu vois, parce que bon, elle vit quelque chose aussi dans sa vie que je préfère qu'elle préserve. Elle a une certaine énergie pour ça que je préférais pas entacher et tout. Donc, je préférais rester dans mon coin. Et elle arrive au moment où finalement, je pense que j'aurais sombré. Ouais. Et en fait, elle me fait sortir, elle me fait délirer, elle me fait trucs. Chose que j'ai pas autorisée à d'autres proches, tu vois. Et je pense qu'il y a certains proches même qui l'ont pas compris en mode, ouais, ça sort de nulle part et tout. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une nouvelle et c'est elle qui est là et tout, non, tu vois. Et franchement, ça m'a fait inconsciemment. Je pense que maintenant, elle le sait parce qu'on en a un peu parlé, mais ça m'a fait du bien. Ouais. Mais c'est encore compliqué. Genre, par exemple, là, elle est partie depuis une semaine. Il y a des jours, je me réveille, je suis patate. Tout va bien. Et il y a des jours, je me réveille, je suis dans le down. Je regarde le mur comme ça. Et je sais que cette journée, elle va être dure. Tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que je sais que la journée, elle va être dure. Je roule, j'arrive ici. Je vois ma cliente. Et vas-y, ça passe. Donc, je pense que faire un truc aussi qui plaît et qui fait du bien, en plus, tu te sens utile dans ce que tu fais, etc., ça n'a pas de prix. Et du coup, ça me permet de remonter la pente. Et tu penses que comment ça va se terminer cette histoire par rapport à ton deuil, tout ça? Je pense que petit à petit, j'accepte. J'accepte. Je pensais que j'aurais eu beaucoup plus de remords par rapport à la situation où je t'ai dit on n'était pas en très bon terme. J'ai préféré mettre des trucs futiles en priorité plutôt que d'aller la voir. Je pensais vraiment que j'allais beaucoup plus m'en vouloir. Mais je sais pas, je me dis Dieu il fait pas les choses au hasard. Si ça a été fait comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Et voilà, tu vois. Donc là, je suis plus en mode ma belle, fais ta vie. La vie, elle est archi courte. Donne ce que tu as à donner et pas de regrets. Je pense que c'est ce qui me permet aussi aujourd'hui de faire un podcast, d'être exposé de trucs. Aujourd'hui, je me pose plus de questions. Toutes les questions que je pouvais me poser, je pense que tu as dû voir une différence. Ouais. Les questions que je me posais avant, ou dès qu'un truc n'était pas parfait, comme je l'imaginais dans ma tête, vas-y, c'est mort, on abandonne le projet, je le fais pas. Là, je me pose pas de questions, je le fais clairement. Et ça me permet aussi ça contribue en tout cas à remonter la pente. Okay. Franchement, tu me laisses bouche bée sur la fin. Ah, carrément. Ouais. T'es pas une fille. Ça arrive pas tout le temps. T'es pas une meuf qui se livre beaucoup et là, tu t'es livrée ouvertement et je suis content pour toi, je suis fier de toi. C'est une bonne chose. On verra la suite, comment ça se passait. C'est ça. Et juste un petit mot, je rebondis sur ça. Si vous vivez une période difficile, notamment un deuil, etc., on est tous différents dans la manière de gérer le deuil. Faites-le vraiment comment vous le sentez et écoutez-vous. Et comme je disais à des potes, si j'avais été en salariat, je me serais mis en arrêt. Clairement, arrêt indéfini et tout, etc. Le fait d'être son propre boss et d'avoir certaines charges et certaines responsabilités font que j'ai pas pu me le permettre. Mais finalement, quand je regarde avec du recul, je me dis que ça m'a permis de me relever un petit peu plus rapidement. Je dis pas que je suis totalement guérie, que tout va bien et tout. Comme j'ai dit, il y a des jours où ça va pas du tout. Mais accepter que justement ça n'ira pas. Accepter de l'aide. C'est une meuf qui déteste. Accepter de l'aide qui vous parle. Même si je pense que des fois, on est, comme j'ai dit dans un des posts, on est fatigué d'être forte. Tu vois, moi, on me disait, à chaque fois, tu vas t'en remettre, t'es archi fort, tu vas t'en remettre. De toute façon, on sait que... Et en fait, j'ai pas envie d'être forte. Et ça se passe comment maintenant, tu vois. Donc, essayez d'écouter les personnes pour savoir comment est-ce qu'elles veulent être aidées et accepter que c'est leur manière de faire leur deuil et pas le faire comme vous auriez aimé qu'on vous aide. Ok. Ce serait belle parole. Ok. En tout cas, Coach Domi, merci pour ce moment. Avec plaisir, Charlie. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Dans la TC Box. Exactly. Allez, ciao.